Bonjour François Baroin. Bonjour. Alors ils seront 4, Laurent Wauquiez, Florence Portelli, Daniel Fasquelle, Maël de Calan, 4 candidats, un favori. Est-ce que vous avez des doutes sur l'issue du scrutin? Moi, j'ai tourné la page de cette vie partisane. Je ne suis pas moi-même candidat, je vais donner de leçons à personne. Je pense que la droite doit se restructurer, bien sûr. Ça vous intéresse plus? En tout cas, moi, je fais partie de tous les combats de la droite depuis 25 ans. Je suis une figure. Je pense qu'on a une nouvelle génération qui s'est levée en 2014. Je pense qu'il y a des gens de qualité. Voilà, c'est à eux de reprendre le manche, de redresser. Mais donc aussi ça ne vous voir... intéresse plus? Quand on écoute attentivement attentivement votre réponse, oui, sur les histoires d'hommes, de femmes ne vous intéressent plus? Ça, je ne veux plus passer matin, midi et soir, même si je suis très heureux d'être avec vous ici ce matin, à raconter les trucs sur les uns sur les autres. Ça m'intéresse plus. En revanche, sur le fond, ça reste un sujet, non? Est-ce qu'il reste un espace pour la droite? Est-ce que la droite a encore quelque chose à dire? Certainement. D'abord, il faut se réinventer. Chacun va choisir le meilleur chemin. Moi, je vais le faire. Je veux voir d'autres univers, d'autres personnes, continuer à regarder le pays. Il faudra que la droite se reconstruise sur ses valeurs de liberté, de responsabilité, d'autorité, de voir aussi comment le pays va évoluer sous l'autorité de la présidence Macron. Voilà, il faudra être pragmatique, intelligent, collectif, ouvert sur les autres. Ça veut dire quoi, moi, je vais le faire à ma manière? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que chacun doit se réinventer. Je suis rentré en politique, j'avais 27 ans à l'Assemblée nationale, j'étais au gouvernement, j'en avais 29, j'en ai 52 aujourd'hui. Je pense qu'on doit intégrer ce qui s'est passé dans cette année. On a un président qui a une quarantaine d'années. Un gouvernement qui va tenter des réformes, certaines fonctionneront, il faudra voir l'impact que ça aura sur la société, le monde va évoluer, voilà, tout ça, il faut voir d'autres univers, d'autres gens, en tout cas, mais moi j'éprouve ce besoin. Il faut dire les choses. Est-ce que votre parti, c'est un astre mort? Sincèrement, qu'est-ce qu'il en reste de ce parti que vous avez contribué à amener là où il est allé? J'ai ma part de responsabilité et j'ai pris ma responsabilité d'ailleurs dans ces combats et dans ces défaites. Il faut dire les choses. J'ai été le chef de file de la droite aux législatives. On a fait tout ce que l'on pouvait, mais il y a eu une vague. Est-ce que c'est un astre mort? Les partis se succèdent, ils peuvent mourir et se redressent. C'est pas les partis qui comptent. Ce sont les courants de pensée, ce sont les idées, ce sont les valeurs profondément républicaines autour d'un cadre général. Mais tout ça est très subjectif aussi. Le débat entre conservateurs et progressistes, entre l'ancien monde et le nouveau monde, c'est assez subjectif. Regardez le ministre de l'Éducation nationale qui rétablit ce qui fonctionnait par le passé. Certains l'accusent de réaction. Pour ma part, je trouve que c'est un progrès. Alors, je sais que vous voulez plus parler de ça, mais on va quand même en parler parce que ça a prie, quand même été votre vie. Un peu, quoi, voilà. Non, mais parce que ça a quand même été votre vie pendant si longtemps. Christian Estrosi a écrit à Bernard Accoyer pour lui demander l'exclusion de ceux qui ont entretenu un doute avec le Front National. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter? Je n'irai pas là-dessus, honnêtement. De s'inquiéter de la proximité entre ce qu'il reste des Républicains et du Front National? Ou est-ce que c'est des règlements de compte de personnes? Moi, je suis un chiracien, j'ai inscrit mon action politique pendant 25 ans autour des valeurs du gaullisme. Les gaullistes sont les ennemis historiques du Front National, de l'extrême droite. Est-ce que le Front National versus fille, versus petite fille, versus petite entreprise familiale, c'est encore l'extrême droite? Pour moi, oui, parce que c'est un courant de pensée qui se perpétue sous une autre forme, même s'il est un peu plus moderne ou un peu plus ouvert. Mais enfin, au final, ça reste quand même la même ligne. Il ne peut pas y avoir de porosité entre le mouvement gaulliste et le Front National, ça c'est certain. Donc, dans votre histoire de France des villes et des villages, vous faites aussi un peu de politique. Vous parlez de politique. Vous écrivez « Les partis politiques changent de sigle, mais les familles d'idées se perpétuent seulement sous les formes renouvelées. On transmet et on hérite beaucoup plus qu'on ne renie, qu'on trahit. » C'est vrai. C'est vrai. Je le dis en racontant l'histoire justement du Puy-en-Velay. Ben voilà, donc il y en a un qui s'est senti visé. Non, oui, mais c'est faux. Laurent Wauquiez. Non, c'est un travail sur 3 ans. Ce livre sort dans un contexte particulier de tension entre l'État et les collectivités locales. Mais c'est d'abord un travail de passionné de l'histoire et c'est un travail de passionné de nos communes. Je montre dans ce livre comment l'État s'est construit, mais comment la France s'est construite. Et d'abord par le local, d'abord par nos communes. C'est une chance, ce sont des bassins de population. C'est un peu l'histoire de chacune et de chacun d'entre nous. Sur cette référence, l'histoire, elle est assez intéressante. C'est que la pierre sur laquelle, au fond, s'est construit les 2 apparitions de la Vierge qui ont structuré, d'une certaine manière, la manière dont on est devenu chrétien à Puy-en-Velay, était la pierre que les druides utilisaient parce que cette pierre avait une vertu, c'est qu'elle soignait les fièvres. C'était pas du tout un message adressé à Laurent Wauquiez, en fait. On s'est trompé. Non, parce que, quelles que soient les qualités de Laurent Wauquiez, la permanence du travail des druides sur cette pierre était bien avant sa naissance. Alors, oui, ça, merci de nous le préciser, il appréciera. Alors, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'éclat à propos des finances locales et des territoires, avec un gouvernement qui réclame toujours davantage d'économies aux collectivités locales. Vous avez sans doute pris connaissance du rapport de la Cour des comptes, le dernier rapport de la Cour des comptes, et Didier Migaud dit les choses clairement. Il dit en fait que les collectivités ne sont pas à l'os, qu'il reste des économies à faire et qu'il faut poursuivre l'effort.
Du respect pour la Cour des comptes, mais ce n'est pas la Cour des comptes qui va décider de l'opportunité de telle ou telle dépense, de telle ou telle priorité dans les territoires qui ont leurs souffrances, leurs difficultés, leurs interrogations. Ce n'est pas une page blanche, les relations entre l'État et les collectivités locales, et ce n'est pas un match pour ou contre Macron, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, Emmanuel Macron, en réalité, était membre d'un gouvernement qui, lui, sous l'autorité de François Hollande, a créé beaucoup de tensions dans un dialogue. Donc on souhaite le dialogue et on ne quitte pas la table, mais il faut être lucide. À un moment, quand vous supprimez les dotations, qui est de l'argent que l'État doit aux communes. Il supprime des impôts, il le doit, la Constitution le garantit. Il a une libre administration des collectivités locales. Ce n'est pas les fonctionnaires de la Cour des comptes, ce n'est pas les magistrats de la Cour des comptes, ce n'est pas les fonctionnaires de Bercy qui dirigent les communes. Ce sont des élus, souverainement élus, choisis, désignés pour un mandat par les électeurs. Et là, nous adressons un message très fort. Nous préservons et nous voulons préserver les services publics locaux. Mais si on vous coupe les jambes et si on vous coupe la tête, à un moment, vous ne pourrez plus avancer. Donc la question se posera de savoir quelles seront, au fond, l'organisation ou les organisations territoriales que nous voudrons. Le problème, c'est que vous n'avez pas... Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu ? Quand Édouard Philippe dénonce une dose de mauvaise foi, qui est encore une fois ces propos de la Cour des comptes, même si vous les balayez d'un revers de la main, est-ce que vous avez le sentiment qu'en réalité, voilà, que vous avez un moyen d'inverser la tendance ? On est entendu par la population. Les maires sont les élus préférés des Français. Et les communes, je vous le rappelle, vous avez la moitié de la population qui vit dans des communes de moins de 10 000 habitants. La France, ça ne peut pas être Paris, même s'il faut un grand Paris, des métropoles, même s'il faut des métropoles puissantes, et puis le reste du monde, des territoires interstitiels qui ne sont pas entendus. Quand on dit qu'il y a trop de communes pour faire des économies, c'est absurde. Les gens y habitent, ils payent des impôts, ils ont droit aux mêmes services publics, sont des usagers, ils ont droit à la même couverture numérique, ils ont droit à cet équilibre du territoire. Et nous, on est là pour les faire entendre. Alors, est-ce qu'on est entendu? Pas toujours par Bercy. Est-ce que l'on est compris? Eh bien, on fait ce travail de pédagogie, vous nous invitez et je l'explique. Enfin, je veux dire, quand au mois de juillet, on vous explique qu'on passe de 10 à 13 milliards, alors que l'engagement présidentiel, c'est 10 et pas 13. Quand on vous annonce la suppression des emplois aidés, c'est-à-dire le non-respect de la parole donnée par l'État, qui a été le plus au cours de ces 3 dernières années, celui qui a incité les communes et les associations à en faire. J'ajoute que ces emplois aidés, c'est le dernier levier d'insertion pour des gens qui, de toute façon, seront pris en charge par la solidarité nationale. Ce qui n'est pas clair, c'est sur quoi ça peut déboucher, François Baroin? Ça débouchera sur un mouvement. Je ne vois pas comment le gouvernement pourra faire autre chose que de changer sa position sur la problématique du logement social. L'affaire de l'APL va concerner 13 millions de personnes. Ça va remettre en cause le fonctionnement de la production de loyers modérés pour des gens qui ne peuvent pas aller ailleurs que dans justement ces habitations à loyer modéré. Et là, on va être au pied du mur d'une irresponsabilité collective de ne pas avoir alerté sur la situation. Pourquoi? Parce que les communes apportent leurs garanties et permettent à ces offices HLM de produire des loyers modérés pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. François Baroin, c'est à vous, Laurent.